Nous passons maintenant à la communication suivante. Et j'appelle Madame Sophie Amada, qui est anesthésiste réanimatrice PUPH à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, sur la place et la gestion de l'ECMO dans l'embolie pulmonaire grave. Non, c'est bon. Tac, c'est celui-là. Très bien, très clair, c'était super. Notamment, ça a l'air très con, mais l'anatomie pathologique, la physiopathologie de la défaillance a été très très bien expliquée, alors que c'est tout bête. Bonjour à tous et merci pour cette invitation dans cette prestigieuse académie de chirurgie. Donc, il ne doit pas y avoir tous les jours des anesthésistes réanimateurs et encore moins des femmes, puisqu'on m'a dit que je faisais tâche dans cette ambiance. Donc c'était mon mode de bienvenue. Donc on m'a chargé aujourd'hui de parler de l'ECMO dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire grave. Et je vais revenir... Chers collègues, je peux me permettre de vous interrompre une seconde. Pardon, parce que ce que vous venez de dire ne va pas du tout. Ce qu'on vous a dit, c'est n'importe quoi. Nous avons créé au sein même de l'Académie nationale de chirurgie une commission dirigée par le professeur Carole Matelin pour la défense de la féminisation des métiers de la chirurgie en France et en Europe. Je vous convie au 24 juin à Strasbourg, en visio ou en présence, pour assister à une magnifique conférence sur ce thème. Et par ailleurs, les anesthésistes réanimateurs sont les bienvenus au sein de l'Académie. Ils sont même un certain nombre d'entre eux membres de l'Académie, comme les radiologues et les médecins interventionnels. Donc vous avez toute votre place et je vous félicite de votre intervention et de votre présence. Et je vous conseille éventuellement de devenir candidate pour être membre de l'Académie nationale de chirurgie. Alors, Albert Claude, je mets les choses au point. C'est moi qui ai dit ça en l'accueillant en matière de plaisanterie, parce qu'à ce moment... En tout cas, c'était une plaisanterie. Femme dans l'assistance. Merci. Quand elle est arrivée très en avance pour préparer son topo, elle était la seule, et ça me faisait très plaisir de voir enfin une femme. C'est tout. Le matin, il n'y en avait pas une seule. Bravo. Merci. Alors je suis désolée que ça déchaîne les passions. Effectivement, c'était sur le ton de la plaisanterie, et moi je le dis aussi sur le ton de la plaisanterie, de la même façon que les anesthésistes réanimateurs, puisque nous, on travaille tous les jours main dans la main avec nos chirurgiens. Mais en tout cas, merci pour cette petite intervention. Et c'est très bien. Je me permets de poursuivre donc, sur l'embolie pulmonaire et la place de l'ECMO. On a dit que l'embolie pulmonaire grave, ou high risk pulmonary embolism, comme c'est écrit dans les différents articles de la littérature, c'est environ 5% des embolies pulmonaires. Donc c'est extrêmement rare. Par contre, c'est grévé d'une mortalité élevée qui va, en fonction des études, de 35% à plus de 50%. Elle se présente comme un état de choc cardiogénique, et contrairement à ce qu'on apprend quand on est tout petit, on décrit l'embolie pulmonaire comme une détresse respiratoire, mais c'est bel et bien un état de choc cardiogénique qui se manifeste par un cœur pulmonaire aigu et un tableau de défaillance circulatoire aiguë, comme tous les chocs cardiogéniques, mais qui prédomine à droite avant de basculer à gauche, avec tout son cortège de signes d'hypotension, de choc, de bas débit viscéraux général et jusqu'à l'arrêt cardiaque. Je ne vais pas revenir sur le mécanisme qu'a déjà décrit Olivier juste avant, mais effectivement, ça commence à droite. Très rapidement, comme les ventricules sont montés en série, tout ce qui passe moins à droite passe moins à gauche. Et donc, il y a un état de bas débit général qui se répercute sur la perfusion coronaire et sur le débit généralisé et sur l'oxygénation au bout d'un moment par une hypoxémie et une altération de la répartition ventilation-perfusion. Pour le plan diagnostic, on va la suspecter déjà lorsqu'on pose l'échographie transthoracique sur le thorax, puisqu'on va avoir une dilatation du ventricule droit qui va être supérieure au ventricule gauche, avec un septum qui va être initialement raide, puis paradoxal, et comprimer les cavités gauches. Il y a de façon associée à ça une hypokinésie de la paroi libre du ventricule droit, avec le signe qu'on appelle le signe de McConnell, qui est une hyperkinésie de l'apex du VD, comme vous voyez dans l'image ici. Les signes indirects, ça va être l'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle,
une veine cave inférieure qui est dilatée et une augmentation des pressions dans l'artère pulmonaire qu'on peut mesurer via le flux d'insuffisance tricuspide. Donc si on n'a pas encore le diagnostic, on va suspecter très fortement le diagnostic d'embolie pulmonaire grave sur le tableau d'état de choc cardiogénique avec tous ces signes échocardiographiques et aussi en le réintégrant dans le contexte. Mais le diagnostic va finalement être posé avec le gold standard qui est le scanner, qui va permettre non seulement d'évaluer la taille des caillots, leur répartition, le parenchyme sous-jacent et éventuellement l'existence déjà préalable d'infarctus pulmonaire si l'embolie pulmonaire est déjà avancée. Parallèlement, ils vont potentiellement aussi nous aider à suspecter les causes de cette embolie pulmonaire. Donc comment on s'organise chez nous à Pompidou? Eh bien, on travaille toujours en équipe avec donc le SOS embolie pulmonaire grave. L'appel arrive très fréquemment via le SOSOP, donc via les pneumologues, qui très rapidement activent tous les petits camarades, à savoir les chirurgiens, les radiologues interventionnels et le monde merveilleux de l'anesthésie-réanimation, avec ceux qui sont plus postés au bloc opératoire et ceux qui sont en réanimation ou même au déchocage. C'est tous la même équipe, mais il y a différents postes avec finalement des unités de temps qui vont être différentes en fonction du parcours du patient. Et à partir de là, on va évaluer en équipe la sévérité de ce choc cardiogénique en fonction de la réanimation qui est déjà en cours. Si le patient est transféré d'un autre centre, on va développer le monitorage et mettre en place le monitorage s'il n'est pas encore déjà mis, éventuellement réanimer un arrêt cardiaque si, au moment où il arrive, ce qui arrive assez souvent, le patient s'arrête, évaluer les défaillances d'organes associés, et puis discuter tous ensemble les possibilités thérapeutiques, chacun y allant de sa propre spécialité, pour savoir ce qui à la fin va être le mieux, la thrombolyse, la thrombectomie chirurgicale, la thrombectomie radiologique. Et puis, très rapidement, va se discuter à ce moment-là, en fonction de cette évaluation, la mise en place d'une assistance circulatoire. Et on va aussi discuter avec les chirurgiens, non seulement l'anatomie du patient, les axes vasculaires, mais aussi la liberté de ces axes vasculaires, à savoir est-ce qu'il y a des thromboses dans ces axes, puisqu'on va aller y mettre des canules. Donc je ne vais pas revenir sur les contre-indications de la thrombolyse, mais en général, il y a quand même une grande partie de ces patients qui sont en post-opératoire de chirurgie, en tout cas chez nous, qui ont une contre-indication absolue à l'utilisation des thrombolytiques intraveineux. Et donc le traitement qui est proposé, celui qu'on va vraiment discuter en balance, c'est celui proposé par les chirurgiens. Comme ça, c'est notre dernier patient sur l'image de gauche. La thrombectomie chirurgicale, et ils vont aller chercher les caillots les uns après les autres avec leurs petites pinces. Ou bien alors, en fonction vraiment des types de patients, et ça je vais laisser Paul et Marc ensuite plaider pour leur propre paroisse et balancer en fait les bénéfices et les risques et les possibilités de chacun, mais très rapidement on leur donne la parole à l'un et à l'autre pour savoir vers qui on va pousser notre chariot d'ECMO et notre lit avec le malade à l'intérieur pour pouvoir faire la thrombectomie. Donc la réanimation de ce choc cardiogénique, elle est classique, elle est décrite dans les recommandations de la prise en charge des défaillances cardiaques et des chocs cardiogéniques dont la plus récente date de 2021. Elle correspond à des traitements qui sont non spécifiques, à savoir le monitorage, l'oxygénothérapie, le maintien de la pression, du débit cardiaque. Mais aussi, on voit que dans ces recommandations de 2021 arrive le support mécanique cardiopulmonaire. Et c'est là que, en fait, se positionne l'ECMO, qui trouve d'autant plus de place dans l'embolie pulmonaire qu'elle va shunter finalement ces deux ventricules montés en série avec des obstacles à l'éjection du ventricule droit. Elle va prendre le sang donc, dans la veine cave inférieure, le renvoyer dans l'aorte oxygénée et sous pression, et donc va shunter finalement le problème pour pouvoir nous laisser le temps et acheter du temps pour trouver une solution. Les bénéfices attendus, c'est non seulement la restauration d'une perfusion tissulaire, puisqu'on va restaurer du débit et de la pression, l'oxygénation et la décarboxylation via l'oxygénateur, et puis laisser un peu reposer le VD qui pompe contre résistance depuis un certain temps, en diminuant ses pressions et en permettant une meilleure perfusion coronaire. Cependant, dans le même temps, alors que lui, il n'est pas censé être fatigué, on va augmenter la post-charge du VG, puisqu'on va injecter le sang à contre-courant. On va augmenter les pressions diastoliques du ventricule gauche,
dans l'oreillette gauche, et aussi les pressions dans l'artère pulmonaire d'occlusion, donc dans les capillaires entre la droite et la gauche. Et tout ceci, en général, pose assez peu de problèmes, puisque le ventricule gauche, à ce moment-là, il y a une perfusion, une perfusion coronaire qui est restaurée, et il arrive à supporter ce qui se passe. Au moment où on va se poser la question de la mise en place de l'ECMO, on va devoir quand même essayer d'évaluer la perméabilité des axes vasculaires, puisque aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat sur quelle technique on va utiliser. La technique, c'est la technique percutanée, c'est celle qui montre le plus d'efficacité, le moins de complications, le moins de morbidité associée. Et ça, les chirurgiens, même quand c'est eux qui posent ou quand c'est nous qui posons, on la pose exactement de la même façon. Par contre, on va regarder si les axes vasculaires sont libres pour pouvoir aller monter les canules. Et ça se fait à l'échographie, si ça n'a pas été fait encore au scanner, lorsque le patient a été évalué au scanner. Mais alors l'ECMO, je vous ai dit que c'était un court-circuit, mais aujourd'hui, dans la littérature, il se positionne en fait de façon très différente en fonction de ce qui est observé. C'est essentiellement des études observationnelles. Il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui évalue la place de l'ECMO dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Parfois, elle est mise en place lors d'un arrêt cardio-respiratoire pour suppléer, soit chez les patients qui ont une contre-indication à la thrombolyse, soit chez les patients qui ont une thrombolyse mais qui a échoué, soit même en post-opératoire sur des patients qui présentent des défaillances ventriculaires qui ne permettent pas d'avoir des pressions de perfusion systémique suffisantes. Et donc, finalement, à tout ça, parfois il est utilisé comme support hémodynamique, parfois il est utilisé comme, certes, support hémodynamique, mais en bridge à la thérapie de reperfusion. Et pour certains, il est utilisé comme une thérapeutique autonome, ce qu'on appelle destination therapy, c'est-à-dire qu'il est mis en place le temps que le caillot se lise avec le traitement héparinique. Quand on reprend les dernières études observationnelles qui ont été réalisées, ça cumule environ 136 patients, on se rend compte que finalement l'ECMO est utilisé dans la majorité des cas dans l'embolie pulmonaire lors d'un arrêt cardiaque. C'est les barres qui sont bleues. Et quand on poule toutes ces études, on se rend compte que c'est utilisé dans 73% des cas, que l'arrêt cardiaque est l'indication principale dans presque 3/4 des cas, alors que le choc cardiogénique réfractaire, ça n'est qu'un quart des cas. Si on focus un peu sur deux études qui sont françaises, une qui est faite dans la région parisienne et l'autre qui est multicentrique et initiée par l'équipe de Besançon, eh bien on se rend compte que dans ces cas-là, il y a 82% dans la première, donc c'est 17 patients sous ECMO, une petite cohorte, 82% des patients qui ont une pause d'ECMO après ou pendant un ACR, donc 41% qui est pendant la RCP. Et dans l'étude du dessous, donc 52 patients, là c'est 3/4, 1/4. Donc 3/4 de patients qui ont présenté ou qui sont en cours de choc d'arrêt cardiaque, versus 25% pour le choc cardiogénique. Évidemment, lorsque l'ECMO est posé chez des patients qui ont déjà eu un retour à la circulation spontanée, il y a une probabilité de survie qui est plus importante que chez les patients qui ont une pause d'ECMO alors qu'ils sont en pleine RCP. Et ça, c'est dans une autre étude, avec une toute petite cohorte, certes, mais on voit bien, et ça paraît même un peu évident, que chez ces patients, le pronostic va être meilleur quand le patient débite encore tout seul, plutôt que quand il est sous pompe à masser, planche à masser, et qu'on est en train de monter l'ECMO à ce moment-là. Quand on regarde avec quoi est associée la mise en place de l'ECMO, dans la première étude, eh bien, on voit qu'il y a une majorité de patients qui ont une thrombolyse, une minorité de patients qui ont une thrombectomie chirurgicale et une minorité de patients qui ont eu thromboaspiration. Et dans l'étude du dessous, qui est plus multicentrique et plus importante, eh bien, c'est un peu la même chose. Il y a une petite moitié de patients qui a eu la thrombolyse, une minorité de patients qui a eu des thrombectomies chirurgicales, et quand même aussi 18 patients parmi les 52 qui ont eu l'ECMO comme une thérapeutique autonome, sans proposition thérapeutique complémentaire de reperfusion interventionnelle. Quand on regarde la mortalité des patients sous ECMO versus les patients qui n'ont pas eu d'ECMO, il y a une différence de mortalité, mais j'ai mis exprès cette diapo pour être provocatrice, parce que évidemment, les patients qui vont avoir la pause d'une ECMO ne vont pas être les mêmes patients, vont être des patients beaucoup plus graves, et comme je vous l'ai dit, c'est des patients qui sont
pour l'instant en grande majorité déjà un arrêt cardiaque ou qui ont déjà présenté un arrêt cardiaque. Donc, ce qu'a proposé, c'était d'analyser les patients. Ce qu'a proposé l'équipe de Besançon, c'est d'analyser justement ces patients de façon en sous-groupe pour voir la mortalité à 30 jours ou à 90 jours des patients qui ont ECMO plus thrombolyse, ECMO plus thrombectomie chirurgicale et ECMO seul. Et on se rend compte que ECMO seul ou ECMO plus thrombolyse, ils avaient à peu près la même mortalité, que ce soit à 30 jours ou à 90. Par contre, les patients qui avaient une ECMO associés à une thérapeutique interventionnelle chirurgicale, dans ce cas-là, ils avaient une mortalité qui était diminuée et une probabilité de sevrage de l'ECMO qui était plus importante, avec certes une durée plus importante de séjour en réa, mais parce qu'ils vivaient plus longtemps. Ça leur a donné l'idée de réaliser une revue et une méta-analyse de la littérature qui est sortie ce mois-ci, pour évaluer les stratégies de reperfusion optimales chez justement les patients présentant une EP au risque de mortalité et ayant une ECMO véno-artérielle. Donc sur la bibliographie qu'ils ont réalisée, ils ont trouvé 17 études et poolé 327 patients. Et ils ont donc évalué quel type de stratégie de reperfusion les patients avaient pu recevoir, soit la chirurgie, soit la technique percutanée, soit la thérapeutique autonome, c'est-à-dire l'ECMO seul, soit la thrombolyse. Et ils évaluaient la mortalité et les complications hémorragiques pour chacune de ces sous-propositions. L'âge moyen des patients était de 51 ans, c'était essentiellement des hommes à 69%. L'ECMO était implanté lors du choc cardiogénique réfractaire dans 48% des cas. Donc là, on a rebalancé un peu, comme c'est des études qui sont récentes. Il y a une moitié-moitié de patients en choc cardiogénique réfractaire et en arrêt cardiaque. Il y avait 31% des patients qui bénéficiaient d'une embolectomie mécanique et 69% qui bénéficiaient d'une autre stratégie, qu'elle soit thrombolyse ou thrombolyse dirigée, etc. Et parmi tous ces patients, il n'y avait que 115 patients, donc à peu près un tiers, qui étaient sous ECMO avant la thérapie de reperfusion. Quand on regarde l'effet sur la mortalité en haut des techniques de reperfusion mécanique, on se rend compte que quand on les compare à la thrombolyse ou à la mise en place de l'ECMO sans thrombolyse, eh bien, il y a quand même un effet favorable à la reperfusion mécanique versus la thrombolyse chez ces patients sous ECMO. De la même façon, on se rend compte que la proposition de reperfusion mécanique, eh bien, elle permet de diminuer le risque de saignement chez ces patients versus les autres, ceux notamment qui ont la thrombolyse ou les parinothérapies seules. Ce qui n'est pas totalement intuitif, puisqu'on se dit qu'après une chirurgie, on va plus saigner que sans chirurgie. En tout cas, sur ces résultats-là, c'est assez convaincant d'essayer d'imaginer la place de l'ECMO comme une thérapeutique donc, complémentaire, afin d'envisager un traitement de reperfusion interventionnelle. Et après, encore une fois, je laisserai mes collègues discuter de savoir si cette thérapie de reperfusion interventionnelle est chirurgicale ou si elle est en radiologie interventionnelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'ensemble de ces analyses, même si elles sont de bas niveau de preuve, nous poussent à les insérer et à les proposer comme des thérapeutiques les plus efficaces chez ces patients les plus graves. Et puis, il y a cette étude qui est assez provocatrice, et qui est une toute petite cohorte monocentrique aux États-Unis, mais peut-être qu'un jour on publiera la nôtre à Pompidou aussi, où ils ont analysé et comparé une cohorte historique versus une cohorte où ils ont protocolisé la prise en charge des embolies pulmonaires en équipe avec ce qu'ils appellent les PERT, les Pulmonary Embolism Response Team, ce qui correspond pour nous à notre équipe de SOSEP. Et du coup, quand ils comparent les deux périodes, ils sont passés d'une mortalité de 27% à une mortalité de 4%. Alors évidemment, ceci est très provocateur, mais c'est juste l'idée de se dire qu'une fois qu'on a identifié le problème, réalisé que c'était une pathologie qu'il fallait en prendre en charge en équipe rapidement, avec des protocoles standardisés et qui peuvent être délivrés rapidement, eh bien, il y a probablement un effet sur le devenir des malades qui va être montré dans le futur de façon beaucoup plus organisée.
Donc au total, quand toute cette équipe se rencontre, l'idée est de discuter tous ensemble sur à la fois les objectifs de pression, la perfusion des organes, le risque hémorragique des propositions thérapeutiques qu'on va proposer, évidemment de faire un peu d'éthique en fonction des patients et en fonction de ce qu'ils ont comme comorbidité, de leur âge, de la gravité déjà de la défaillance respiratoire associée. Mais évidemment, l'ECMO-VA va régler ce problème-là puisqu'elle va permettre une oxygénation en parallèle. Et puis aussi la gravité de la souffrance organique, myocardique et viscérale périphérique. Et on va essayer de mettre tout ça dans la balance pour savoir si notre patient il est éligible ou pas, non seulement à l'assistance dans ce choc cardiogénique, et puis ensuite à la thrombectomie interventionnelle. Donc au total, quand on a un appel pour ce type de patient, on évalue la profondeur de la défaillance ventriculaire droite, de la défaillance biventriculaire. On a souvent des confirmations diagnostiques qui sont déjà faites au scanner ou alors qu'on réalise chez nous. Dès cet appel, qui est en général reçu par le pneumologue, il y a une activation de l'ensemble de l'équipe qui va gérer ces patients, avec déjà une discussion en amont avec les bribes de dossier qu'on peut avoir pour savoir si c'est un bloc opératoire en urgence ou d'abord un déchocage tous ensemble où on évalue la mise en place de l'ECMO ou alors une ECMO parce que le patient a déjà fait un arrêt. En tout cas, on commence à discuter de ce patient avant qu'il arrive. Ensuite, une fois qu'il est là, on va se réunir au lit du malade quand nous, on aura fait un peu le tour pour voir un peu la profondeur des défaillances et pouvoir peser le pour et le contre des différentes propositions et évaluer la possibilité ou non et l'intérêt d'une thrombolyse ou de la mise en place d'une assistance, soit parce que le patient est en arrêt, soit parce qu'il est en choc réfractaire, soit parce qu'il y a déjà des défaillances associées. Et surtout, la mise en place de cette assistance à ce moment-là, elle nous paraît comme une thérapie complémentaire qui permet d'acheter du temps pour pouvoir, à tête reposée, et surtout 2 jours, assurer une thrombectomie, qu'elle soit percutanée, ou bien une thrombectomie chirurgicale, avec un accès au bloc opératoire à ce moment-là qui soit disponible, pour pouvoir ensuite traiter le patient et puis le ressortir en réanimation, pour qu'ensuite on puisse le sevrer de cette machine, qu'on arrive à sevrer en général dans quelques jours. Et dans les études, aujourd'hui, c'est les durées de mise en place d'ECMO dans l'embolie pulmonaire, c'est de l'ordre de 5 jours à peu près en médiane. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette partie-là. Et si vous voulez, après j'ai un cas clinique pour illustrer, mais je vais d'abord répondre à vos questions. Chère madame, c'était très, très intéressant et très clair. Je vais continuer notre petite polémique, juste pour discuter de la présentation des résultats. C'est une maladie très grave qui est mortelle. Plutôt que de parler de mortalité des thérapeutiques, ne pourriez-vous pas parler de l'augmentation de la survie? Si, c'est beaucoup si on plus malin. Comment? Oui, d'accord, oui, vous avez raison. Après, c'est comme ça que c'est beaucoup plus parlant pour nous. Non, c'est beaucoup plus malin, mais c'est comme ça que c'est présenté dans les études. Et c'est vrai qu'il faudrait faire juste l'exercice de parler de survie plutôt que de parler de mortalité. Vous avez raison, probablement. C'est ça, ils vont tous mourir. Donc pas c'est mieux. tous. Olivier. Je vous en prie. Jacques Beaulieu. Merci. Merci beaucoup. Très belle présentation. Merci. Je vous pose une question très basique. Vous avez parlé rapidement du scanner dans le diagnostic, et puis vous avez montré des images très belles d'échographie. Est-ce que vous pouvez balancer les examens en m'expliquant très clairement comment on fait la pratique de ces examens? Alors en pratique, l'écho, c'est très simple puisque aujourd'hui, on est tous équipés d'échographes dans nos centres. Donc bien avant de faire un scanner, quand on a un patient en état de choc, on va poser la sonde sur son thorax, mais aussi sur le reste, parce qu'en général, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et une fois qu'on va faire cette évaluation, c'est évidemment toujours mieux fait par des cardiologues, mais l'évaluation d'un état de choc cardiogénique et l'évaluation d'un cœur droit, d'une défaillance droite, d'une dilatation ventriculaire droite, d'une dilatation de la veine cave, d'une fuite tricuspide, une mesure de PAPS et un retentissement du septum sur le cœur gauche, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement simples à faire, que peut faire un anesthésiste réanimateur
pour en tout cas augmenter la probabilité, enfin la proposition de probabilité d'embolie pulmonaire chez un patient qui n'aurait pas encore de diagnostic. Un patient, le dernier qu'on a eu, c'était un patient qui était en post-opératoire d'une chirurgie de cholécystite aiguë dans le cadre d'une angiocolite, qui était en choc septique. Il y a fait un grand état de choc. Ils ont posé la sonde sur le cœur. Ils ont vu un très gros VD. Évidemment, ils ne pouvaient pas thromboliser. Donc, ils nous ont appelés en catastrophe. Et d'ailleurs, c'est son scanner. Je ne peux pas revenir. Je vais partager l'écran. Ce sont ces cailloux. Ce sont ces caillots, effectivement. Ce sont ces caillots que je vous ai montrés sur ces images, qui sont des caillots assez proximaux. D'ailleurs, ce sont ces caillots ici aussi. Et voilà, c'est des caillots très proximaux, obstructifs, assez importants. Et quand on avait vu ce patient, c'est le cas clinique dont je peux vous parler dans la foulée, ça peut permettre de répondre à votre question en illustrant mes propos, c'est que il y avait non seulement des thrombus dans la veine cave, mais aussi des thrombus dans l'oreillette. Et donc, l'idée, c'était de se dire que la mise en place d'une ECMO n'était probablement pas la bonne idée. Et donc là, on voit très bien le signe de McConnell. Vous voyez l'hypokinésie de la paroi libre du VD et l'hyperkinésie de l'apex du ventricule droit. On voit ici se balader les caillots dans l'oreillette droite. Et la discussion qu'on a eue avec les chirurgiens à ce moment-là, c'était il n'est pas question de mettre une ECMO, on va aller au bloc directement. Pour nous contrarier, dans les 5 minutes qu'on suivi, il y a un patient qui s'est présenté aux urgences avec une dissection aortique. Et donc, on n'avait plus d'accès au bloc opératoire. Donc, on a discuté tous ensemble pour savoir ce qu'on allait faire. Donc là, on voit très bien les mesures du ventricule droit, du ventricule gauche. On voit bien que le rapport de l'un sur l'autre, il est supérieur à 0,6. Ici, on a la mesure de l'insuffisance tricuspide avec donc la mesure du gradient maximal qui permet d'approcher finalement la PAPS, puisque là on a un gradient à 57 et la PAPS c'est ce gradient plus la POD. La POD chez ces patients en général elle est assez élevée, mais admettons qu'elle soit à 10, chez ces patients il a une HTAP de l'ordre de 70 environ, et donc tout ça va dans l'argument que c'est une EP grave avec un cœur pulmonaire aigu. Ici on voit la veine cave qui est certes dilatée, mais ça c'était déjà quand on a mis les canules, puisque la discussion collégiale qu'il y a eu à ce moment-là, c'était on va être obligé d'acheter du temps avec l'ECMO, on va donc mettre en place l'ECMO, mais ça va se boucher, donc on va changer les canules jusqu'à ce que ça arrête de se boucher. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a mis la première canule qui s'est bouchée en aspirant les caillots qui étaient dans l'OD, donc on a changé de canule, on en a mis une autre qui s'est bouchée en aspirant les thrombus qui restaient, et à la troisième canule, on avait une ECMO qui tournait super bien et qui a permis de délester, on voit les caillots qui rentrent là dans la canule, et ça a permis de délester le ventricule droit et de diminuer sa précharge et surtout de restaurer une perfusion périphérique chez ce malade qui, lui, s'était pas encore arrêté, mais qui allait probablement pas tarder à le faire. Ces petits caillots, là, ça donnait une embolie pulmonaire grave? Oh, ils sont pas petits. Des gros caillots, ça. C'est gros, ça. Ça, c'est le reste, en fait. Le reste était déjà parti dans la... Est-ce que je peux poser une question à notre collègue et en même temps vous féliciter, Albert-Claude Benamou. Vous avez parlé à juste titre et en même temps ça élargit le propos qui avait déjà été introduit par Olivier. Vous avez parlé de l'organisation SES-EP. Est-ce qu'à l'instar de ce qu'on a connu avec Amarenco dans le domaine des AVC, finalement l'organisation territoriale aujourd'hui de la prise en charge de l'AVC aigu, elle est territorialisée dans des centres experts, des stroke centers, partout en France, distribués sur toutes les régions de France, de manière équilibrée, probablement avec l'aide des pouvoirs publics, du ministère de la Santé. Et comme je crois que dans le domaine de SOS-EP, je ne sais pas si vous avez des homologues dans les territoires, sur l'ensemble de la France. Il y a peut-être, et c'est une des fonctions de l'Académie nationale de chirurgie, c'est aussi de signaler peut-être le besoin de mieux s'organiser, d'organiser la prise en charge de manière équivalente sur l'ensemble des territoires, en fonction des moyens, évidemment. Et c'est peut-être quelque chose que nous pourrions mener avec l'aide des différentes spécialités qui prennent en charge ces problèmes. SOS-EP, ça devrait être un service au niveau de l'ensemble des territoires. Qu'en pensez-vous ? On en est convaincus, nous, puisqu'on voit très bien comment ça a changé notre pratique et que travailler en équipe, c'est quand même beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus efficace.
Donc on voit pas très bien comment on pouvait travailler différemment avant, en fait. Moi, je suis arrivée pendant, donc je suis plutôt... Mais est-ce que à Lyon, est-ce que dans les grandes capitales régionales, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Lille, aujourd'hui, est-ce qu'on est organisé en SOSEP avec les moyens que vous avez déployés en Île-de-France? Donc, je vais me permettre de répondre. En fait, non. C'est des centres qui ont à disposition telle ou telle technique ou telle équipe qui est impliquée dans la prise en charge et qui organise ça sur son centre. Donc voilà, c'est le service de chirurgie cardiaque du CHU de telle ville qui prend en charge, entre autres, aussi les embolies pulmonaires. Mais donc, mais ça n'est pas formalisé et je suis tout à fait d'accord pour la nécessité de le faire. On n'est pas comme dans l'infarctus ou dans l'AVC ischémique où on a une durée de temps qui est très très courte pour agir. Donc c'est la raison pour laquelle de mettre des centres, les multiplier pour les mettre au plus proche des patients, c'est peut-être pas ce qui est le plus pertinent dans cette pathologie où, encore une fois, il y a l'embolie pulmonaire qui se développe et le malade fait l'arrêt, il meurt. Bon, ça arrive et ça arrivera toujours. Mais on a quand même le temps de prendre en charge les patients, de les transférer vers des centres lourds pour leur mettre à disposition toutes les techniques modernes. Hubert Joannet. Oui, pour relayer la question du président, est-ce que vous avez les problématiques de camions? Parce que vous dites, bon, le malade, il meurt, bon, ok, mais vous parlez aussi beaucoup d'arrêt cardiaque, donc à la limite, s'il fait l'arrêt cardiaque dans l'enceinte plutôt que dans le transfert, enfin, il y a une infrastructure pour ça, non, c'est pas, pour l'instant, c'est pas encore alors anticipé. à Paris, il y a quand même des équipes qui mettent les ECMO en hospitalier. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évalué et qui est en cours d'évaluation. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça reste une question qui est complexe. Mais évidemment, quelqu'un qui s'arrête dans un centre, si on peut mettre l'ECMO dans le centre plutôt que de l'amener sous planche, de toute façon, quand il arrivera sous planche, on se sera dépassé. Donc ces problématiques-là, elles existent, mais... sans vouloir être totalement défaitiste, même les choses qui marchent bien, c'est-à-dire la prise en charge de l'AVC aujourd'hui, les stroke centers, ils ferment les uns après les autres parce qu'il n'y a plus de personnel et il n'y a plus rien qui marche. Donc, ça c'est encore autre chose. Mais... c'est encore autre chose, on est d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, nous... Non, mais en l'occurrence, la PHP, par exemple, soutient SOSEP. On va sur le site, on voit, formidable, il y a SOSEP à Paris, avec la PHP. Pourquoi il n'y aurait pas sur les grandes capitales régionales? Ça ne veut pas dire que tous les moyens, vous allez les trouver, mais c'est un problème de gestion et d'organisation territoriale des soins. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on se préoccupe de ça? Que vous êtes, vous, à la SFAR, à préoccuper de partager ce que vous savez, ce que vous faites actuellement dans votre service, dans le CHU dédié, c'est un centre expert, mais il peut y avoir des centres experts de ce type probablement dans les autres grandes capitales françaises, régionales. Et on est tout à fait d'accord avec ça, on partage cette expérience et à l'ASFAR, ça va être au programme, donc je pense qu'on va en parler l'année prochaine, parce que là, cette année, tous les programmes sont fixés et on est parti plutôt sur de la neuro. Mais on partage de la même façon l'expérience du SOS Aorte, qui est aussi une organisation multidisciplinaire qui a transformé le devenir des malades. Donc tout ça, aujourd'hui, les Rapid Response Teams, c'est quelque chose qui est admis, qui est dans les recommandations. Mais d'en parler et de montrer l'expérience des équipes qui sont organisées comme ça, je pense que c'est convaincant pour les équipes pour qu'elles s'organisent à leur tour, parce que c'est pas un scoop, ça existe, c'est recommandé, il n'y a plus qu'à le mettre en place, mais communiquer là-dessus pour montrer que ça change tout, ça change totalement le devenir des patients, quoi. Oui. D'abord, félicitations pour votre présentation. J'ai deux questions. D'abord, quand la malade va aller bien à la fin, est-ce que vous enlevez l'ECMO d'abord ou extubez le malade? On l'extube d'abord. D'abord, extube. Et deuxième, est-ce que dans votre expérience, est-ce qu'il y a une différence entre les machines d'ECMO? Par exemple, il y a des différences entre Saint-Trémac ou Maquet ou Sorine? Est-ce que vous étudiez sur les différents... Non. On n'étudie pas la différence entre les machines. En fait, on en a 3 types différents et on prend celle qui est disponible à ce moment-là. Donc, pour l'instant, on n'en est pas à vraiment évaluer et comparer la... Parce que dans notre expérience, c'est Saint-Trémac, c'est mieux un petit peu.
centimètres, et aussi les oxygénateurs qui travaillent plus. Par exemple, pour Maquet, Ouais. c'est 28 jours, c'est travail, mais pour Sorine, c'est seulement 5 jours. Ah oui, c'est un peu C'est court. à cause de ça, ces complications avec les Sorines, c'est un petit peu élevé. Ah oui. Mais Bah, c'est sûr que la durée de vie de 5 jours pour un patient, c'est un peu hypothétique, quoi. Merci. C'est- Oui, Paul. Oui, merci Sophie. Je voulais juste revenir sur l'ECMO. Justement, on est d'accord que l'ECMO seul n'a pas été prouvé comme un traitement efficace par rapport aux autres techniques. Cela dit, elle nous a vraiment, tu es d'accord avec moi, facilité un peu la prise en charge de ces malades-là, parce que les malades qui arrivent en arrêt cardiaque, certes, Elle a bien dit. elles s'imposent, mais les malades qui sont un peu instables, ça nous permet de réfléchir tranquillement à la conduite à tenir, quelle stratégie prendre, et surtout à stabiliser le malade pendant les différentes phases critiques, à savoir l'anesthésie, la chirurgie, la sortie de chirurgie, et même la thrombectomie percutanée, c'est-à-dire de plus en plus actuellement, on met cet ECMO-là quand on prévoit un geste percutané, parce que ça permet de stabiliser le malade et d'éviter les arrêts cardiaques inopinés pendant le geste de thrombectomie percutanée. Donc ça nous a quand même facilité la prise en charge de ces malades qui sont vraiment très instables. Je voulais juste ajouter ce petit commentaire. François Richard. Non. Bon, tu présentes le suivant. Alors je suis ophtalmo, donc je suis éloigné de votre discipline. Néanmoins, je voudrais vous poser une question en termes... J'aurais vous poser une question en termes territorial. Si par exemple on présente une embolie pulmonaire grave dans la région parisienne, et comment arrive-t-on à Pompidou? Comment est-on orienté justement pour reprendre la question qui vous a été posée sur l'organisation territoriale de ces soins, puisque apparemment on n'a pas les mêmes chances si on arrive à Pompidou que si on arrive dans un autre centre qui n'est pas équipé, comme vous, d'une équipe multidisciplinaire avec ECMO, etc. Bah, c'est beaucoup de communication. Je pense que je vais laisser répondre Olivier, parce que tout le travail de communication sur SOSEP, c'est les pneumologues qui le font, plus que nous, mais vous avez raison qu'il faut qu'on le fasse aussi. Aujourd'hui, c'est de la communication sur l'existence de ce SOSEP. Et quand un patient se trouve dans un centre qui connaît l'existence de SOSEP, ils vont nous appeler. S'ils ne connaissent pas l'existence, bah, ils vont se débrouiller comme ils peuvent faire avec leurs voisins, et ils ne vont pas forcément arriver jusqu'à nous, hein. Donc voilà, je ne sais pas, Olivier, si tu veux compléter ce... Oui, juste d'un mot, c'est une communication institutionnelle au sein de l'assistance publique, et puis c'est une communication au niveau territorial sur l'Île-de-France. Voilà, mais effectivement, il y a un déficit de communication et d'organisation. On a beaucoup progressé, mais on a encore beaucoup à faire. Juste une très courte question, peut-être. Votre position sur le contexte septicémique et infectieux pour ECMO? Oh ben, le dernier qu'on a eu, il était en choc septique. De toute façon, soit il est mort, soit on lui propose quelque chose. Mais là, de fait, on ne met pas l'ECMO pour traiter l'état de choc septique, parce que ça n'est pas la question. On met vraiment l'ECMO pour bypasser le cœur qui, à ce moment-là, est en défaillance. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un choc septique associé, à ce moment-là, ne nous a pas fait poser l'indication ou l'éliminer. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.